Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers étudiants, premier semestre, je m'adresse aujourd'hui pour vous présenter ce cours de méthode des sciences sociales. Donc c'est un cours qui est très important et je vous invite évidemment à prêter plus d'attention et plus de concentration, évidemment, pour que vous puissiez comprendre les éléments élémentaires de ce cours-là. Donc, pour vous mettre en quelque sorte dans le contexte, les sciences sociales. D'abord, je vais commencer par vous donner quelques idées sur l'intitulé de ce cours-là, c'est-à-dire les méthodes des sciences sociales. Bon, en ce qui concerne les sciences sociales, donc ils regroupent évidemment plusieurs disciplines et ces disciplines évidemment s'intéressent aux relations que les hommes établissent entre eux. Et c'est-à-dire que ces relations qui se trouvent ou qui ont un lien entre les hommes, ces relations sont soit de manière directe ou indirecte. Ensuite, ces sciences sociales visent aussi l'étude et l'analyse des manifestations de la société humaine, c'est-à-dire ce qui se manifeste de cette société, que ce soit ces manifestations, que ce soit matérielles ou symboliques. Donc il y a deux catégories, que ce soit matériel ou symbolique. Donc les sciences sociales, évidemment, essayent d'aborder ce type-là. La recherche aussi en sciences sociales nécessite l'utilisation de méthodes scientifiques. D'ailleurs, nous allons voir l'usage de ces méthodes, évidemment, scientifiques, et nous allons les définir pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que c'est qu'une méthode scientifique et des techniques qui sont évidemment dédiées à ces disciplines de sciences sociales. Et évidemment, pour étudier les sciences sociales, nous pouvons faire le choix entre plusieurs approches. Les sciences sociales sont évidemment variées et diverses. Ils comprennent plusieurs disciplines. Je peux citer par exemple la sociologie, la psychologie, l'économie, la démographie, le management, etc., etc. Donc il y a toute une panoplie de disciplines qui font partie des sciences sociales. L'objectif de ce cours-là, évidemment, c'est une sorte d'initiation aux méthodes des sciences sociales, comme je l'ai dit au début. Donc, il va permettre à l'étudiant d'avoir une idée claire et concrète aussi possible que sur les méthodes et les techniques. Nous allons voir que le terme méthode au singulier, au pluriel, il y a une distinction à faire entre les deux termes. Et nous allons voir que les méthodes au pluriel sont synonymes de technique. Donc, nous allons étudier dans quelques instants ce type de méthode et nous allons voir quelles sont les nuances qui s'imposent lorsqu'on étudie ce type de notions. Donc, depuis que les sciences sociales ont connu un essor, c'est-à-dire qu'ils ont connu une progression dans le temps, évidemment, en parallèle et au fur et à mesure de cette progression, on a vu progresser aussi ce qu'on appelle les méthodes. Il y a des méthodes qui sont utilisées en même temps, parallèlement avec, c'est-à-dire la recherche dans les sciences sociales. Donc, toute science, évidemment, essaye d'abord de définir son objet et puis la méthode d'étude de cet objet. Donc, il y a deux éléments à distinguer à ce niveau-là. Il y a d'abord l'objet de la science et ensuite vient la méthode, c'est-à-dire dans cet ordre-là. Donc, il y a d'abord l'objet, ensuite la méthode. Et il faut faire la différence entre les deux. Et nous allons voir que cette séparation, même si on a fait cette séparation entre l'objet et la méthode utilisée, cette séparation n'est que dans un but, dans une optique
pédagogique seulement pour vous permettre évidemment de comprendre qu'à chaque objet correspond une méthode appliquée à cet objet-là. Évidemment, on peut se poser plusieurs questions. Existe-t-il, par exemple, une méthode universelle applicable à toutes les sciences, à toutes les disciplines? Et bon, la réponse est négative à cette question, c'est-à-dire que chaque objet correspond à une méthode bien précise. Mais on peut aussi trouver qu'il y a des méthodes qui sont utilisées, qui sont applicables à un seul objet. Par exemple, je peux donner l'exemple suivant, la méthode expérimentale pourra être utilisée, par exemple, en sciences sociales, alors que la méthode dialectique n'a aucune application dans le domaine c'est-à-dire des sciences physiques. Donc cela permet de dire que chaque objet a une application, a une mise en œuvre bien définie et évidemment il n'existe pas de méthode universelle applicable à tous les objets. Donc, parfois même, on trouve, comme je l'ai dit, qu'il y a des méthodes, une même méthode qui est applicable à un objet, à un grand objet. Donc, ce type de méthode que je peux expliciter concerne notamment ce qu'on appelle la méthode ou les méthodes structurales et les méthodes fonctionnalistes, les méthodes dialectiques qui sont utilisées par un grand nombre de sciences sociales. Donc, ces méthodes-là sont applicables à plusieurs objets. Donc, ces méthodes peuvent être appliquées à plusieurs objets et entre autres la méthode structurale. La méthode structurale, ça veut dire qu'il y a une structure, donc c'est un ensemble d'éléments et cette méthode essaye évidemment d'étudier les interdépendances ou l'existence de liens ou l'absence de lien entre les éléments qui constituent cette structure-là. Donc, c'est ça la méthode structurale. Quant à la méthode fonctionnaliste, évidemment, cette méthode fonctionnaliste pourra être utilisée dans les théories sociologiques et anthropologiques. Donc, cette méthode-là essaye d'étudier le rôle des institutions qui jouent un grand rôle dans la stabilité de la société. Donc, on cherche ce rôle-là, on l'étudie et on cherche sa fonction. Et c'est à partir de là que nous pouvons dire qu'il y a une méthode fonctionnaliste. Quant à la méthode dialectique, évidemment, dia, ça veut dire deux, donc dialogue, ça veut dire deux parties. Donc, une méthode dialectique, généralement, c'est une méthode qui fait confronter deux idées, deux opinions opposées. Et cette méthode-là essaye évidemment de trouver et de dépasser cette opposition entre les opinions pour trouver une solution. Donc c'est pour cela qu'on parle de la dialectique, c'est-à-dire qu'il y a une thèse, antithèse, etc. Mais l'essentiel, c'est de trouver une synthèse qui est la solution, qui dépasse, qui outrepasse cette opposition entre les deux, c'est-à-dire les deux parties ou les deux opinions opposées. Bon, jusqu'à présent, j'ai donné évidemment quelques définitions de quelques notions, c'est-à-dire concernant les types de méthodes qui sont appliquées à plusieurs objets, mais on peut aussi se poser la question sur qu'est-ce que c'est qu'une méthode. Et comme je l'ai dit au début, donc, le terme méthode nécessite une certaine définition, une certaine précision, car lorsqu'il s'agit du terme méthode au singulier, donc il s'agit évidemment d'opérations intellectuelles. Une méthode, on dit de quelqu'un qu'il est méthodique, c'est-à-dire qu'il va utiliser des opérations intellectuelles qui vont permettre évidemment d'analyser un sujet, de comprendre et d'expliquer une certaine réalité
c'est-à-dire on utilise, autrement dit, je peux dire qu'on va utiliser une stratégie pour comprendre, pour analyser, pour expliquer une réalité quelconque. Mais le même terme, s'il est au pluriel, il va avoir un autre sens. C'est-à-dire que lorsqu'on a une stratégie, normalement, il y a des phases, il y a des étapes pour arriver au but. Et donc, cette stratégie-là doit être mise en œuvre en utilisant des techniques, en utilisant des procédés. Et ce sont ces techniques, ces procédés qu'on appelle les méthodes. Donc, les méthodes ici, au pluriel, elle est synonyme de procédés, de techniques qui vont être appliquées pour que la méthode qui est au singulier soit mise en œuvre pour comprendre, pour analyser, pour étudier évidemment une réalité bien définie. Les méthodes d'une manière générale, on peut spécifier ce qu'on appelle la méthode scientifique. C'est-à-dire que, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les sciences sociales, lorsqu'on a parlé de sciences sociales, évidemment, on est en train de nous approcher de cette démarche qui est scientifique, qui est la méthode scientifique pour qu'elle soit applicable aussi aux sciences sociales. Parce que, comme nous allons le voir, normalement, ce qu'on appelle science, il y a des sciences exactes, telles que les mathématiques, la physique, etc., et les sciences naturelles, mais il y a d'autres, c'est-à-dire disciplines qui essayent de revendiquer le titre de science. Et donc, elles aussi, ils vont faire usage de méthodes, mais de la méthode scientifique. Donc, cette méthode scientifique, généralement, elle est explicitée par plusieurs étapes, à savoir d'abord l'observation. On commence toujours par une observation. Ensuite, on pose des hypothèses. Ensuite, lorsqu'on a posé des hypothèses, évidemment, on va faire des expériences et on va avoir des résultats. Et après, nous allons essayer, évidemment, d'interpréter ces résultats pour dégager une certaine conclusion. Donc, ça c'est grosso modo la méthode scientifique. Pourquoi j'ai évoqué la méthode scientifique? Seulement dans le sens pour démontrer qu'une méthode au singulier, elle est mise en œuvre en faisant usage, en utilisant des techniques et des procédés. Et si par exemple, je vous ai donné l'exemple de l'observation. Donc l'observation fait partie de la méthode scientifique. Et puisqu'elle fait partie de la méthode scientifique, donc une observation n'est pas unique, elle doit passer par plusieurs étapes. Et donc ces étapes-là, dans les sciences sociales, sont par exemple l'entretien, c'est-à-dire vous allez faire un entretien avec les personnes que vous allez choisir. Vous allez faire un sondage d'opinion à l'occasion, par exemple, des élections, etc. Vous allez, par exemple, au lieu de passer par là, faire l'analyse de certains documents. Donc ici, c'est une observation. C'est une observation, mais vous avez en même temps utilisé des techniques d'entretien, de sondage, etc. Donc, la méthode au singulier, c'est la stratégie, c'est le procédé, c'est-à-dire les opérations intellectuelles, alors que pour les méthodes au singulier, ce sont ces techniques-là, ces procédés-là qui nous permettent évidemment la mise en œuvre de la méthode. Donc ici, comme vous le voyez, en somme, c'est-à-dire comme conclusion, la méthode et la procédure logique d'une science, etc., etc., c'est ce que je viens d'expliquer il y a un moment. Bon, évidemment, après ces généralités, etc., je vais vous exposer le plan du cours. Pourquoi? Pour avoir une idée sur ce que vous allez étudier. D'ailleurs, je vous ai déposé un polycopier dans la plateforme. Et évidemment, lorsque vous allez vous référer à la plateforme, vous pouvez aussi conforter votre apprentissage en faisant usage de ce cours-là
Et j'espère que ce sera bénéfique pour que vous puissiez évidemment assimiler ce cours-là. Donc ce cours-là, je l'ai partagé, je l'ai scindé en deux grands chapitres. C'est le chapitre numéro 1. Donc j'espère que je vais, c'est-à-dire essayer de distinguer les deux chapitres dans 2 ou 3 séances pour que vous puissiez comprendre. Donc dans ce premier chapitre, nous allons se focaliser sur la notion de science et de la connaissance scientifique. Nous allons définir ce que c'est que la science, ce que c'est que les connaissances ou la connaissance, et puis nous allons procéder pour dégager les distinctions entre les deux. Ensuite, nous allons étudier la démarche scientifique. La démarche scientifique, donc j'ai un petit peu donné des exemples avant sur la méthode scientifique, donc ça fait partie de ceci. Ensuite, dans un deuxième point, nous allons étudier les problèmes de la connaissance scientifique. Ce que j'entends par problème de connaissance scientifique, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Je vais définir ce que c'est que l'épistémologie, c'est-à-dire c'est la science des sciences entre guillemets, mais après je vais la définir exactement au moment opportun. Ensuite, dans ce point-là, nous allons essayer de voir la relation entre le sujet et l'objet, car il y a un sujet qui va étudier un objet. Donc, quelle relation entre les deux éléments-là? Et nous allons voir que ce couple, ce dualisme au niveau du sujet et de son objet, s'est dégagé des courants de pensée, de réflexion. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire les plus courants, c'est l'idéalisme et le matérialisme. Vous allez voir qu'il y a une opposition entre les deux courants et nous allons voir leurs origines, etc. et pourquoi ils sont imposés ainsi. Ensuite, nous allons continuer et finir ce premier chapitre par ce qu'on appelle les critères de scientificité. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une discipline a le caractère scientifique? C'est-à-dire qu'il peut revendiquer le titre de science. Quand est-ce que? Donc c'est ça. Ici, nous allons voir qu'il y a deux critères principaux qui sont la causalité et l'objectivité. Nous allons étudier, si le temps le permet, les deux notions. Un second chapitre, ce sont les sciences sociales proprement dit. Donc ce chapitre numéro 2, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'une science sociale. Ensuite, nous allons essayer de voir les spécificités des sciences sociales. On va voir est-ce qu'il est comme les autres, est-ce qu'elle est particulière, etc. Donc les spécificités, la spécificité la rend spécifique au spécial des autres sciences. Ensuite, nous allons évoquer les différentes sciences sociales. D'ailleurs, j'ai déjà donné des exemples au début, la psychologie, etc., au début du cours. Et ensuite, nous allons étudier les éléments principaux et très importants des sciences sociales, à savoir l'individu et la société. La société, c'est un ensemble d'éléments. Ces éléments sont les individus. Donc, on va voir, étudier les relations entre les deux éléments, etc. À partir de là, nous allons voir qu'il y a des approches différentes. Il y a des approches qui se focalisent sur le fait social. Il y a d'autres qui se focalisent sur l'action sociale. Et nous allons voir qu'il y a beaucoup d'études, il y a une diversité là-dessus. Et vous pouvez évidemment lire des ouvrages à propos de ces deux notions. Ensuite, nous allons étudier le point qui est très très important aussi, c'est la démarche et technique des recherches en sciences sociales. Cette démarche, évidemment, nous allons voir quelle est la démarche en sciences sociales. Si nous avons étudié la démarche, c'est-à-dire scientifique, la démarche scientifique, nous allons voir les spécificités de cette démarche en sciences sociales et comment elle a appliqué là. Et pour cela, nous allons voir et évoquer les techniques de recherche en sciences sociales. Donc ces techniques de recherche, vous allez voir qu'elles sont très variées, qu'elles sont très différentes et évidemment, généralement, on peut les catégoriser, les subdiviser en plusieurs
partie, comme nous allons le voir. Donc ici, c'est le deuxième chapitre. Donc ça, c'est le premier chapitre que j'ai déjà évoqué. Et comme je l'ai dit, nous allons dans un premier temps essayer de faire, de distinguer le sens de certaines notions telles que la science, la connaissance et le savoir. Est-ce qu'elles ont le même sens? Est-ce qu'il y a un sens différent, etc. Donc, pour cette raison, c'est-à-dire pour lever cette confusion, nous allons voir la distinction. Est-ce qu'une science, quelle relation entre une science et la connaissance? Toute connaissance est-elle une science? Est-ce que le savoir a le même sens que la science? Est-ce que le savoir est aussi un ensemble de connaissances, etc. Donc, il y a beaucoup d'interrogations qu'on peut se poser pour essayer de comprendre ceci. Ensuite, nous allons évidemment faire la distinction entre la science et la démarche scientifique, car il y a aussi une relation là-dessus. Donc, le mot science, comme je l'ai évoqué, il est très sollicité, il est demandé, il est revendiqué par la majorité des disciplines. Actuellement, vous pouvez entendre parler de même les sciences théologiques, c'est-à-dire les sciences de la religion, les sciences, c'est-à-dire de toutes les disciplines, essayent aujourd'hui d'avoir, c'est-à-dire ce caractère, cette caractéristique de scientificité, si vous voulez, pour qu'ils puissent avoir en quelque sorte ce prestige que les sciences physiques ont déjà eu, puisqu'ils ont enregistré des progrès grâce au caractère scientifique. Bon, pour avoir une idée d'abord sur le terme science, avant de le distinguer des autres notions, donc on va voir que le terme science, tel que nous le concevons actuellement, c'est-à-dire il est passé par plusieurs étapes. Le sens d'aujourd'hui du terme science n'était pas le même il y a longtemps, pendant l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, en passant par la Renaissance, en passant par les temps modernes, etc. Donc à ce niveau-là, nous allons voir qu'au cours de son évolution, ce mot n'avait pas toujours le même sens. Donc, par exemple, chez Aristote, qui est un philosophe grec, il affirme que la science concerne le nécessaire et l'éternel. Donc, ça veut dire qu'il a résumé le fait de parler de la science. Donc, tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la certitude, la rigueur, etc. Et aussi, il est éternel, c'est-à-dire il est vrai partout, en tout temps et en tout lieu. Donc ici, Aristote a donné cette définition. Pour Platon, qui est aussi un philosophe grec, il dit que la science est le plus haut degré de la connaissance. Donc c'est le plus haut degré de la connaissance. Donc à partir de cette définition proposée par Platon, donc déjà on peut, c'est-à-dire dégager une distinction entre, c'est-à-dire la science et la connaissance. Donc, à ce niveau-là, je peux déduire et dire, voilà, que la science, c'est un ensemble de connaissances. Il y a une hiérarchie. Et donc, toute connaissance n'est pas nécessairement une science. Au Moyen-Âge, par exemple, la science était d'ordre religieux. Et je peux donner l'exemple, par exemple, de André Lalande, qui est un philosophe français. Il dit que la connaissance, c'est celle que Dieu a du monde. Donc, il y a cette relation avec Dieu, etc. Donc, c'était la définition du Moyen-Âge. Mais les grandes étapes de la science, c'est lorsqu'il est passé et déplacé de la métaphysique, c'est-à-dire au-delà de ce qui est physique, c'est l'abstraction, c'est un abus, une exagération de l'abstraction. On est, c'est-à-dire déplacé de ce niveau-là vers la théorie de la connaissance. Et la théorie de la connaissance, c'est en quelque sorte l'épistémologie que j'ai évoquée il y a quelques instants. Donc ici, le terme science va connaître une grande évolution et je peux évidemment proposer la définition de la science
telle que la définissent les différents dictionnaires, etc. Donc, la science, c'est un mot qui est dérivé du latin, c'est-à-dire l'étymologie du terme science. Vous pouvez chercher l'étymologie, c'est-à-dire l'origine d'un terme et comment il a évolué au cours du temps. Donc, tout terme, les termes et les mots, d'une manière générale, sont comme les êtres vivants. Ils naissent, ils se développent, et à un certain moment, ils meurent ou bien ils périssent. Donc, ils disparaissent. Il y a des langues qui sont mortes. Donc, à ce niveau-là, la science avait pour origine scientia, qui a la même définition que connaissance, c'est-à-dire ils ont la même origine. Donc, au niveau étymologique, il n'y a pas de différence entre science et connaissance. Mais comme je l'ai dit auparavant, ils ne sont pas vraiment synonymes. Donc, l'ensemble des connaissances, il est aussi, c'est-à-dire que la science, c'est un ensemble de connaissances. Et il y a des relations véritables entre leurs objets d'étude. Donc, les relations qui sont aussi, pour étudier les relations, ces relations sont susceptibles d'être vérifiées. Et aussi, la science c'est-à-dire, se fait selon des méthodes caractérisées par la méthode scientifique que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire l'hypothèse, l'observation, l'expérience, etc., et les conclusions. Bon, en ce qui concerne toujours le terme science, une attention particulière est accordée pour les méthodes et les démarches de la pensée. Donc, je ne vais pas m'attarder à ce niveau-là, car il y a beaucoup de penseurs qui ont donné des définitions à ce propos. Donc, je peux ici évoquer ce philosophe et juriste mathématicien prussien, c'est-à-dire au Moyen-Âge, XVIIe siècle. Il définit la science comme étant l'usage de démontrer ce que l'on affirme. Lorsque vous affirmez quelque chose, généralement, on vous demande de le démontrer. Donc, c'est ça la science. Si vous ne démontrez pas cela, donc vous êtes à côté de la science. Et c'est-à-dire que on peut le démontrer, et c'est-à-dire qu'on peut déduire des principes certains et immuables. Il y a des principes qui vont se dégager, qui sont certains, la certitude, c'est-à-dire ils ne tolèrent pas de fluctuations, mais aussi qui sont immuables. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Donc c'est ça, grosso modo, la définition proposée par Wolff. Donc au fur et à mesure que la science, ou bien la notion de notion, se rapproche de la définition telle que nous la connaissons maintenant, évidemment, il y a d'autres penseurs qui ont donné la définition actuelle. La science est la connaissance méthodique. Pourquoi j'ai choisi cette définition? Car il y a d'une part le terme science et d'autre part il y a méthode. Et c'est pour cela qu'on a comme titre, comme intitulé dans notre cours, les méthodes des sciences sociales. Donc il y a toujours l'objet et la méthode. Il y a toujours c'est-à-dire ce parallélisme entre les deux. Et comme je l'ai dit, cette séparation n'est que dans un but pédagogique. Normalement, toute méthode est définie par référence à un objet. Donc, à ce niveau-là, par exemple, Karl Jasper définit la science comme une connaissance méthodique dont le contenu, d'une manière contraignante, est à la fois certain et universel. Donc, vous voyez que toujours les termes de certitude et d'immuabilité, d'universalisme, donc reviennent dans chaque définition. C'est d'ailleurs cette définition-là qui a permis évidemment aux autres sciences de revendiquer, comme je l'ai dit, ce titre de science. Les juristes, nous comme juristes par exemple, on parle de sciences juridiques. Les sociologues parlent, ou bien les sociologues parlent de la sociologie. Et on parle aussi de la théologie comme une science. D'ailleurs, même, comme vous le remarquez ici, certaines idéologies ont revendiqué ce titre de science.
à titre par exemple Karl Marx et Friedrich Engels, l'idéologie généralement ce n'est qu'un système d'opinion et une opinion peut changer et peut, c'est-à-dire avoir des fluctuations. Il est donc, il n'est pas objective et parfaite. Donc, malgré cela, on a revendiqué c'est-à-dire ce côté de scientificité et évidemment, on parle par exemple du socialisme scientifique. Vous avez sûrement entendu parler du socialisme scientifique, etc. Donc, comme vous le voyez, la majorité, la plupart des disciplines essayent de s'accaparer de ce titre de science et s'approchent de plus en plus de la scientificité quand les autres sciences exactes, à savoir les mathématiques, la physique, etc. Voire même, parfois, par exemple, si vous faites une toute petite recherche, vous allez voir que même des matières qui font partie, c'est-à-dire de la littérature, normalement, par exemple la linguistique, l'étude de la langue et des signes linguistiques, etc., on trouve par exemple la linguistique mathématique, structurale. Donc vous voyez que, à tel point que on est allé plus loin, il y a cette interférence entre les sciences exactes et les sciences sociales d'une manière générale. On a aussi la linguistique algébrique. Donc vous voyez qu'il y a une certaine interférence entre les mathématiques et certaines disciplines sociales, etc. Donc on essaie évidemment de revendiquer ce titre de science et de scientificité d'une manière de plus en plus accrue. Bon, ici, la science, au sens général, évidemment, désigne l'ensemble de connaissances. Donc, on est d'accord maintenant que la science, c'est un ensemble structuré, c'est-à-dire il y a une structure, il n'est pas arbitraire, il est agencé, il est mis dans un ordre de connaissances. Donc, évidemment, mais toute connaissance n'est pas une science. Vous avez un ensemble de connaissances. Vous connaissez des choses, etc. Mais ces connaissances peuvent ne pas être une science. C'est seulement une connaissance. Donc, pour résumer, la science, c'est un ensemble de connaissances et toute connaissance n'est pas c'est-à-dire n'est pas obligatoirement une science. Et pour le savoir, pour le terme savoir, on peut dire qu'il est synonyme, il a le même sens que la science. Et le savoir aussi, c'est un ensemble de connaissances comme la science. C'est un ensemble de connaissances comme la science. Et évidemment, c'est-à-dire entre les trois termes, il y a d'une part une certaine synonymie entre les deux sciences et savoir, mais entre les sciences et la connaissance, nous avons dit que la science est un ensemble de connaissances, mais toute connaissance n'est pas nécessairement une science. Donc, pour qu'une connaissance, vous avez des connaissances et vous allez dire, est-ce qu'il est une science? Donc, à ce niveau-là, évidemment, il faut répondre à certains critères. Ces critères, je vais les énumérer très rapidement. Et évidemment, vous allez essayer de voir que, d'abord, il faut qu'il soit objectif. Et nous allons étudier après qu'est-ce que c'est que l'objectivité. Il faut que vous soyez objectif, c'est-à-dire que vous ne devez pas être subjectif. Donc, il y a une opposition entre l'objectivité et la subjectivité. Il y a aussi le critère d'exactitude. Une connaissance qui n'est pas exacte ne peut pas être considérée comme une science. Il faut qu'elle soit aussi communicable, c'est-à-dire vous allez la communiquer à d'autres communautés scientifiques et cette communauté scientifique, évidemment, elle doit essayer de la vérifier. Par exemple, ici, si vous êtes en train de démontrer que 1 plus 1 est égal à 2, en Chine aussi, les Chinois doivent aussi être sûrs que 1 plus 1, c'est 2. Mais en ce qui concerne des opinions subjectives, etc., s'ils sont vrais ici, ils peuvent être ailleurs comme les valeurs, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait ce critère d'exactitude, et il faut qu'il soit aussi communicable, et aussi il faut qu'il soit évolutif. Il faut qu'il évolue. Une science n'est pas
euh, stable et stagné, mais il évolue toujours. Par exemple, la physique classique de Newton, il est juste, il est vrai, etc. Et malgré tout cela, il a évolué avec Einstein, avec la relativité d'Einstein. Donc vous voyez qu'il y a toujours une évolution. C'est un critère d'une connaissance pour qu'il soit une science. Donc, c'est pour cette raison, évidemment, il faut évoquer ces éléments qui nous permettent, évidemment, de bien définir ce que c'est qu'une science, ce que c'est qu'une... Mais ces connaissances-là, il y a des penseurs, des philosophes qui ont c'est-à-dire des approches en ce qui concerne la notion de connaissance. Je vais évoquer ici deux philosophes, à savoir Auguste Comte et Gaston Bachelard. Donc ici, en ce qui concerne la conception de la connaissance chez Auguste Comte, c'est un philosophe français, celui qui a fondé ce qu'on appelle le positivisme. Positivisme, c'est-à-dire la science, ce qui est scientifique, l'esprit scientifique. On croit seulement en ce qui est scientifique. On ne croit pas à autre chose. Donc c'est à tel point que la science est devenue, c'est-à-dire pour Auguste Comte, la solution unique. Donc pour le positivisme, donc il suppose, ou bien il propose, ou bien il dit que la notion, ou bien la conception de toute connaissance passe généralement par trois étapes. Donc il y a d'abord, et d'ailleurs on l'appelle la loi des trois états. Donc pour Auguste Comte, il y a la loi de trois états. Le premier état, donc c'est la première étape, c'est théologique ou fictive, la fiction. Donc lorsqu'on est devant un phénomène, généralement on l'explique, on ne l'a jamais rencontré. Donc à ce moment-là, par exemple, les êtres humains, c'est-à-dire pendant l'Antiquité, lorsqu'ils ont vu pour la première fois les éclairs dans le ciel, donc ils croyaient à des choses si fictives, ils avaient des explications qui ne sont pas scientifiques, mais théologiques, c'est-à-dire il y a des divinités, il y a qui sont derrière ces phénomènes-là. Donc il y a une fiction. Mais après, il y a une autre étape, c'est la métaphysique, c'est-à-dire que au lieu de rester dans ce qui est fictif, on va se déplacer vers ce qui est métaphysique, c'est-à-dire l'abstraction. On va abuser de l'abstraction. La philosophie, par exemple, repose sur ce qui est métaphysique. On essaye de donner des explications qui se trouvent au-delà de l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des expériences, mais ce sont des idées très abstraites. Donc, c'est une... Et finalement, la conception de connaissance, évidemment, en fin de compte, il va arriver à ce qu'on appelle le positivisme, c'est-à-dire ce qui est scientifique. Donc, dans ces étapes-là, ces trois étapes-là, sont généralement appliquées à l'évolution de la conception de la connaissance qui est proposée par Auguste Comte. Bon, ici, j'ai donné des exemples que vous allez trouver évidemment dans votre fichier électronique que j'ai déposé dans la plateforme. Vous allez trouver évidemment ces notions-là. Et nous allons maintenant voir cette conception de connaissance chez Gaston Bachelard. Donc, à ce niveau-là, pour Gaston Bachelard, c'est-à-dire, c'est une conception qui vient se substituer à celle de Auguste Comte. C'est-à-dire que pour Gaston Bachelard, la loi des trois états, c'est une notion, c'est une conception qui est un petit peu vague. Et évidemment, il va la remplacer par une autre conception de la connaissance. Et il va dire que voilà, la connaissance chez Gaston Bachelard, c'est l'auteur de l'ouvrage La formation de l'esprit scientifique. Vous pouvez le télécharger via Internet, donc vous pouvez le lire, il est très intéressant. Et vous allez voir évidemment que pour Bachelard, généralement, la pensée ou la connaissance passe par trois étapes aussi. Et en premier lieu, lorsqu'on est devant un phénomène nouveau, généralement, on est naïf. On ne comprend pas, on est étonné.
Donc, c'est la première expérience, ce premier contact avec un phénomène. Mais est-ce qu'on peut dire que ce contact, cet étonnement, est-ce qu'on peut le considérer comme science? Non, ce n'est qu'une première étape qui va évoluer évidemment vers une deuxième étape, et cette deuxième étape, ou seconde étape, pardon, là où on va essayer un petit peu c'est-à-dire de représenter l'idée ou bien la connaissance par des figures géométriques, c'est-à-dire un esprit synthétique. Et à ce moment-là, ce qu'appelle l'âme professorale, comme l'appelle Gaston Bachelard, donc à ce moment-là, on va passer d'un niveau à un autre, on essaie de concevoir de manière géométrique, si vous voulez, la connaissance. Et la troisième phase, c'est la troisième où naît la véritable conscience scientifique. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, évidemment, qu'on explique de manière scientifique, c'est-à-dire une réalité ou un phénomène. Donc ce sont là les deux conceptions que j'ai proposées, celle d'Auguste Comte et celle de Gaston Bachelard. D'ailleurs, vous pouvez les trouver dans les sites internet et vous pouvez un petit peu, c'est-à-dire lire des articles là-dessus pour que vous puissiez comprendre davantage cela. Évidemment, je vais passer rapidement sur ce qu'on appelle la démarche scientifique. La démarche scientifique, je l'ai déjà évoqué, donc elle passe par les étapes c'est-à-dire d'observation, d'hypothèse, d'expérience, de résultats, d'interprétation et de conclusion. Vous observez un phénomène et vous allez évidemment vous poser des questions, c'est-à-dire des hypothèses. Est-ce que ça va dans ce sens ou dans ce sens? Ensuite, vous allez essayer de faire l'expérience pour vous assurer qu'il s'agit vraiment de vos hypothèses, pour vérifier si vos hypothèses sont valides ou non. Ensuite, vous avez des résultats et vous avez interprété ces résultats et enfin, vous allez, c'est-à-dire formuler une conclusion. Donc, la démarche scientifique est très importante car le progrès des sciences, il est tributaire à la démarche scientifique. Donc, c'est cette démarche qui nous permet évidemment toujours d'évoluer dans le domaine des sciences. Je passe maintenant au deuxième point qui est le problème de la connaissance scientifique. Donc, la théorie de la connaissance scientifique ou ce qu'on appelle gnoséologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance scientifique. On va étudier la connaissance d'une manière générale. Évidemment, lorsqu'on va voir ceci, on va essayer d'étudier, c'est-à-dire cette théorie-là vise la relation entre un objet et, c'est-à-dire entre le sujet et l'objet, pardon. Par exemple, je suis le sujet et je vais étudier une société, je vais étudier l'environnement qui m'entoure, etc. Donc, cette relation entre le sujet qui je suis et l'environnement et la société, quelle relation y a-t-il? Est-ce que je vais m'impliquer dans l'objet ou bien il faut qu'il y ait une séparation entre les deux, etc., etc. Donc, c'est ça le fondement, en quelque sorte, du problème de la connaissance scientifique. Donc, évidemment, la théorie de la connaissance, c'est en quelque sorte l'épistémologie. L'épistémologie, c'est elle qui s'est accaparée, évidemment, de cette théorie de la connaissance, celle que je viens d'expliquer par la relation entre l'objet et le sujet. Et évidemment, actuellement, ce qu'on entend par épistémologie, c'est la théorie de la connaissance et c'est aussi la philosophie des sciences. Donc c'est ça, en quelque sorte, l'épistémologie, c'est-à-dire la science des sciences, en quelque sorte, ou de la connaissance. On admet aujourd'hui que l'usage consacre l'emploi de termes épistémologie pour désigner, évidemment, soit, c'est-à-dire l'épistémologie, pour désigner la théorie de la connaissance et la philosophie des sciences. Bon,
la réflexion a toujours séparé le sujet. Donc, comme je l'ai dit, il y a une séparation entre le sujet et l'objet d'étude. Il faut qu'il y ait une séparation. Cette séparation, à partir de cette séparation, donc on a assisté à l'émergence de deux courants de réflexion. La réponse aux questions posées diffère en fonction des termes privilégiés. Est-ce que c'est l'objet, on va mettre plus l'accent sur l'objet, ou bien on va mettre l'accent plus sur le sujet de la connaissance, c'est-à-dire la société, comme j'ai dit comme exemple. Donc à ce moment-là, il y a deux conceptions, il y a deux courants de pensée. Le premier va mettre l'accent sur l'objet et l'autre, il va mettre, c'est-à-dire l'accent sur le sujet de connaissance. Puisqu'ils sont au nombre de deux, donc on a vu émerger deux courants, deux conceptions, c'est-à-dire de cette théorie de la connaissance, à savoir d'abord ce qu'on appelle l'idéalisme et le matérialisme. Donc il y a l'idéalisme et le matérialisme. L'idéalisme, ça veut dire les idées. Donc l'idéalisme philosophique, c'est une doctrine qui a pour base l'explication du monde par l'esprit. Donc on croit uniquement à l'esprit. Tout ce qui existe, tout ce qui nous entoure n'est que le reflet, n'est qu'un ensemble d'idées. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque vous regardez un arbre, cet arbre-là, l'existence réelle de cet arbre, c'est-à-dire, en réalité, vous ne regardez qu'une idée d'arbre, l'idée d'arbre. Et c'est pour cela qu'on va concentrer l'ensemble de l'existence dans, c'est-à-dire cette vision de dualisme. Toute idée, on ne peut pas concevoir quelque chose à l'extérieur des idées. Toute idée, les idées existent aux alentours du sujet. Donc, évidemment, comme nous allons voir, il y a des penseurs, par exemple pour Platon, il dit que il y a en dehors de nous du monde des idées qui viennent de là. Donc, toutes les idées viennent de l'extérieur. Donc, cet extérieur, ces êtres, etc., ce ne sont que des idées. Et le monde matériel n'est qu'un pâle reflet. C'est un reflet. Le monde qu'on a en face de nous, ce n'est que le reflet des idées. Donc le monde réel n'est qu'un reflet des idées, comme je l'ai écrit en rouge sur le tableau. Donc le monde réel, d'après cette doctrine ou bien ce courant de pensée qui est l'idéalisme, le monde réel n'est qu'un reflet des idées, n'est qu'un reflet, n'est qu'une image. Il en est de même pour Hegel. Pour lui, c'est la dynamique propre de l'idée qui détermine l'évolution du monde. Donc, ce sont les idées, etc. C'est-à-dire qu'un philosophe est réaliste. Lorsqu'on dit qu'un philosophe est réaliste, c'est parce que tout simplement, selon ce courant d'idéalisme, transforme les idées en des choses. Donc, il y a des idées, mais qui sont transformées en des choses. Donc, vous voyez qu'on met l'accent uniquement sur les idées et on essaye d'écarter ce qui est concret, ce qui est matière. Mais le courant opposé à ce courant-là, c'est le matérialisme. Donc, évidemment, le matérialisme, par opposition à l'idéalisme, qui part du principe que le monde réel n'est qu'un reflet des idées, pour lui, c'est le contraire. Ce sont nos sens qui sont la seule source de la connaissance. Donc, à partir de là, c'est tout à fait le contraire de l'idéalisme. Donc, le matérialisme est souvent vu comme une doctrine qui met à l'écart tout ce qui est idée, tout ce qui est différent, c'est-à-dire qui n'est pas matière. C'est la matière. On ne croit pas à ce qui est spirituel. Donc, vous voyez qu'on a concentré, on a mis l'accent uniquement sur ce qui est matériel. Et être matérialiste,
c'est affirmer que tout est matière et produit de la matière. C'est la preuve à tel point que même les idées sont vues comme une sécrétion de la matière. C'est-à-dire les idées que j'évoque maintenant, c'est une sécrétion, elles sécrètent la matière, c'est une matière pour les matérialistes. Donc vous voyez qu'il y a une opposition entre les deux parties, entre les détenteurs de la conception ou bien du courant idéaliste et les détenteurs du matérialisme. Vous pouvez aussi trouver plusieurs articles à ce niveau-là et donc vous pouvez évidemment avoir. Donc ici, les moyens de la connaissance scientifique sont généralement la méthode, la théorie et les procédures. Donc je vais passer, en ce qui concerne la méthode, je l'ai déjà évoqué au début du cours, donc au singulier, au pluriel, etc. Je l'ai déjà évoqué et je vais passer directement aux procédures ici. Donc pour en ce qui concerne la méthodologie peut se définir comme étant l'étude du bon usage des méthodes et techniques. Donc méthode, logie, c'est la science de la méthode, c'est-à-dire comment coordonner, comment synthétiser, comment, c'est-à-dire franchir des étapes pour arriver à un début. D'ailleurs, je vous ai donné l'exemple du chasseur, comment il va s'approcher de son gibier, par exemple. Donc, il va tenir compte de la qualité du terrain, le temps qu'il va faire, son chien, le vent, les habitudes de chaque gibier, etc. Donc, il y a un ensemble de connaissances. Donc, comment il va structurer, comment il va annoncer, comment il va agencer, comment il va ordonner toutes ces idées, toutes ces connaissances pour qu'il puisse évidemment arriver. Donc, c'est la méthodologie. Donc, il a une certaine conception de la méthode scientifique. Bon, la théorie, vous connaissez tout ce que c'est qu'une théorie d'une manière générale, mais on peut la définir comme une approche, c'est-à-dire qu'il est toujours une notion scientifique et évidemment, elle est comme un système. C'est un système constitué par un ensemble de propositions. Donc ce système S, il est un ensemble de propositions et les éléments constitutifs de cette théorie sont bien définis. C'est pour cela, lorsque vous allez faire une recherche, nous allons vous demander de bien définir les notions que vous allez utiliser. Et évidemment, il faut conceptualiser, il faut avoir une conception des notions bien précises de la réalité que vous allez observer. Donc, généralement, les caractéristiques d'une théorie scientifique, il faut aller seulement au nécessaire, comme l'a dit déjà Aristote, comme je l'ai déjà évoqué auparavant. Et évidemment, une théorie se caractérise aussi pour son aspect synthétique, la synthèse. Il faut avoir un esprit synthétique pour avoir une connaissance globale, c'est-à-dire arriver à un bilan de la connaissance en fin de compte. Bon, il me reste maintenant à évoquer les deux, c'est-à-dire l'induction et la déduction. L'induction, il y a un raisonnement inductif, c'est-à-dire par induction, et un raisonnement par déduction. Donc les méthodes scientifiques font usage toujours de ces deux types de raisonnement. Je vais essayer de les résumer. Donc je commence par la démarche inductive. Donc l'induction est une procédure de raisonnement et l'induction part de plusieurs phénomènes similaires, c'est-à-dire le chercheur élabore des énoncés généraux qui deviennent des hypothèses, des théories, puis des lois. Donc on part de ce qui est simple, par exemple, autrement dit, si vous voulez, c'est la procédure de raisonnement qui correspond à un processus qui permet de passer du particulier, on part des cas particuliers observés, et on va aller au général, au cas général. Par exemple, la loi de gravitation universelle. Par exemple, Newton, en regardant une pomme tomber d'un pommier, donc il s'est posé la question pourquoi la pomme tombe, chute. La chute,
C'est à partir de là que nous allons assister à ce qu'on appelle l'attraction universelle ou la chute libre en sciences physiques. Donc ici, lorsque la pomme est tombée, donc il a une masse, il est attiré par la pesanteur. Et une fois qu'il s'est rendu compte qu'au niveau de la pomme, on va faire des expériences ici et là. Et évidemment, avant de généraliser, c'est-à-dire passer par plusieurs cas. Donc on est parti de cas particuliers pour arriver à quelque chose du général. C'est ce qu'on appelle le raisonnement inductif. Donc le raisonnement ou bien l'approche inductive commence par des cas particuliers, singuliers et des situations particulières avant de généraliser et enfin on arrive à la généralisation, comme je l'ai dit, pour c'est-à-dire l'attraction universelle et l'exemple que je viens de dire. Quant à la démarche ou l'approche, la démarche déductive, c'est tout à fait l'opposé de la première démarche inductive. Donc, si la première part de ce qui est particulier, celle-là va partir de ce qui est général pour évidemment revenir à ce qui est particulier. Donc, à ce niveau-là, par exemple, il y a le syllogisme connu, par exemple, pour Descartes, il dit « Je pense, à partir de mon intention, j'ai déduit ma connaissance qui est mon existence, donc je suis ». Donc, il y a la démarche inductive, la démarche déductive va du général au particulier, du principe de la conséquence. Donc, on part de l'énoncé du concept ou de la règle pour aller à la vérification par l'exemple. Donc, ici, je pense, donc, puisque tout le monde pense, donc je suis un être humain, je pense, donc j'existe donc ça, c'est un syllogisme très connu. Et évidemment, donc pour résumer, entre ces deux démarches, il y a une opposition. La première, qui est la démarche inductive, part de ce qui est particulier pour aller à ce qui est général. Et à l'inverse, la démarche déductive part de ce qui est général pour revenir à ce qui est... donc je vais passer directement au dernier point, qui sont les critères de scientificité. Quand est-ce peut-on dire qu'une discipline a le caractère scientifique? Tout simplement, il faut qu'il vérifie ou bien il faut qu'il réponde à deux critères, à savoir la causalité et l'objectivité. Évidemment, la causalité, je vais la définir, il y a cause et effet, la relation. Donc, la démarche scientifique a permis aux sciences physiques de déterminer la loi du monde physique. Donc, ma démarche est scientifique, je détermine donc les lois du monde social. Donc, à partir de là, il y a une relation, il y a une affirmation des situations. Donc, pour la causalité, évidemment, lorsqu'on part tout fait, donc tout phénomène a une cause. On ne peut pas imaginer un phénomène sans cause. Et évidemment, les mêmes causes doivent avoir, ou bien elles doivent être suivies par les mêmes effets. Donc, ce sont les deux conditions de la causalité qui doivent être remplies pour que nous parlons de la causalité. Mais attention, parfois, il y a des catégories de causalité qui ne font pas partie de cette démarche scientifique. Je vous ai donné ces trois types. Par exemple, la causalité transcendante. Par exemple, cette causalité transcendante, elle essaye d'expliquer des phénomènes en dehors du monde sensible. Et même parfois, il y a des matières comme l'économie. L'économie, normalement, c'est une discipline scientifique. Malgré cela, parfois, il a recours à ce type de causalité transcendante pour expliquer certaines, par exemple, la main invisible. On vous dit que pour que le marché atteigne, c'est-à-dire une situation d'équilibre entre les prix, etc., dans un contexte concurrentiel, à ce niveau-là, évidemment, ils vous disent qu'il y a une main invisible. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une main invisible? Ce n'est pas, ça ne fait pas partie de ce qui est scientifique. Donc, c'est une causalité
qui est en quelque sorte transcendante. Il y a aussi un autre type de causalité qu'on qualifie de substantielle ou réaliste. Donc, par exemple, on explique, vous avez un phénomène, vous lui donnez un nom, et vous croyez que vous le connaissez. Par exemple, un portable, vous dites portable, vous croyez que vous connaissez ce que c'est qu'un portable, mais en réalité, les mécanismes d'un portable sont très complexes, donc vous ne pouvez rien savoir. Vous ignorez, au contraire, la majorité des éléments qui correspondent. Il y a aussi la causalité mythique qui fait relier un phénomène à un autre. Par exemple, l'horoscope. Vous dites qu'il a beaucoup de chance parce que son horoscope est telle ou telle chose. Donc ici, il y a une liaison qui n'est pas scientifique. Et pour terminer, je vais parler de l'objectivité. Évidemment, être objectif, il faut qu'il y ait une séparation entre le sujet et l'objet. L'objectivité, donc, cette séparation doit être poussée à l'extrême. Je ne peux pas dire que, par exemple, en sciences physiques, cette objectivité, elle est poussée à l'extrême. Lorsque vous faites une expérience ici et un autre en Chine, en Amérique, on fait la même expérience. Donc, vous, comme étant sujet, vous n'avez aucune influence sur votre expérience. Mais pour les sciences sociales, on a cette interaction entre le sujet et l'objet. Donc, pour être un petit peu objectif, il est primordial et très important de pousser à l'extrême c'est-à-dire cette subjectivité pour que vous puissiez évidemment garantir le maximum cette objectivité. Bon, c'est ainsi que le premier chapitre s'achève ici. Donc, pendant la séance prochaine, Inch'Allah, donc, je vais aborder le chapitre numéro 2 et qui concerne les sciences sociales proprement dites. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai essayé de résumer tout un chapitre dans une séance, c'est-à-dire qui va vous permettre d'avoir une idée générale sur le contenu de ce cours-là. Et c'est ainsi que je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah, et au revoir.